Bonjour et bienvenue sur le podcast Leader Insight, le podcast qui te donne envie de développer tes compétences de leader, que tu sois entrepreneur, dirigeant ou manager. Je te donne des outils pratiques pour booster ton leadership. Je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans cet épisode, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Ludovic Salen. Alors, Ludovic est marketeur, mais il est également l'auteur du livre Sur la route du bonheur semblant, livre dans lequel il nous parle de son burn-out, de cet épuisement professionnel qu'il a vécu il y a de cela quelques années. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que Ludovic va nous partager son vécu du burn-out, les croyances qu'il avait, les signes qui auraient pu un petit peu le mettre en alerte, et surtout comment il s'est sorti de cette période difficile. Un point que j'ai trouvé particulièrement intéressant dans notre échange, c'est vraiment, je le cite, son obsession de la performance. Ludovic va se confier à nous, notamment sur cette lutte qu'il a vécue entre son corps qui était épuisé et son mental qui lui ordonnait de continuer à avancer. Restez bien jusqu'au bout parce que on va partager avec vous des astuces de productivité, comment faire des pauses, comment prendre soin de soi. Donc j'espère que cet épisode vous plaira et je laisse place à ma discussion avec Ludovic Salen. Bonjour Ludo. Salut Audrey, merci pour ton invitation. Avec plaisir, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors est-ce que tu serais d'accord pour démarrer de te présenter rapidement, voilà un petit peu ta Oui, spécialité, ton parcours. bien sûr, effectivement. Donc, moi, je m'appelle Ludovic Salen. Je suis je suis créateur de contenu à la base, mais j'ai réussi à convertir cette activité de créateur de contenu en une agence marketing digital et de transformation digitale de manière plus globale. Donc, concrètement, j'accompagne les entreprises dans leur transformation en utilisant le digital pour gagner des clients. Ça, c'est ce que je fais au quotidien. Et à côté de ça, j'ai aussi écrit un livre qui s'appelle La route du bonheur semblant. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Un livre que j'ai écrit justement après avoir subi, on va dire, je ne sais pas si c'est le bon terme, on pourra en discuter justement, mais après avoir vécu en tout cas un burn-out, j'en ai fait un bouquin et je pense que c'est la raison aussi pour laquelle on se parle aujourd'hui. Oui, tout à fait. Tu m'avais invité il y a quelque temps, c'est vrai, sur ton podcast pour parler de burn-out, justement. Et je voulais à mon tour un petit peu te rendre l'appareil parce que donc j'ai lu ton livre, La route du bonheur semblant, et j'ai trouvé pas mal de petites pépites, notamment déjà le fait de parler de ton expérience, parce que je trouve que ça reste malgré tout un petit peu rare d'aborder des difficultés comme on peut en avoir dans l'entrepreneuriat. Et je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Ma question, c'est, alors déjà, est-ce que tu dirais que toi, tu as vécu un burn-out? Est-ce que c'est le bon terme? Et voilà, est-ce que c'est venu de manière progressive ou plutôt soudainement? Ok, alors je trouve ta question hyper intéressante parce que c'est vrai qu'on parle de burn-out, on parle de différentes choses, on essaye de mettre des mots sur finalement des choses qu'on ressent et c'est rassurant de le faire comme ça. Moi, je parle de burn-out parce que c'est peut-être aussi plus facile de parler de burn-out que de parler de dépression ou d'effondrement ou que sais-je. Donc effectivement, c'est le terme qui va parler à un plus grand nombre. Je parle quand même de burn-out pour la simple et bonne raison que j'étais effectivement très épuisé, que j'avais épuisé toutes mes ressources et que du coup, c'est ça effectivement qui m'a fait trébucher, voire même tomber. Donc, c'est pour ça que je parle de burn-out. Ensuite, pour répondre à la deuxième partie de ta question, est-ce que je l'ai vu arriver? Non. Sur le moment, je te dirais non. Maintenant que j'en suis sorti avec pas mal de recul, effectivement, il y avait beaucoup de signes avant-coureurs. Mais ces signes-là, j'étais incapable de les voir au moment où je les ai ressentis jusqu'à ce que je n'ai plus le choix finalement que de regarder tout ça en face et de faire quelque chose. Et qu'est-ce que tu as repéré comme signe avant-coureur, comme petit Alors signe d'alerte? du coup, avec du recul, clairement, je tirais sur la corde, voire sur toutes les cordes en même temps. Grosso modo, si je devais essayer d'englober un petit peu tous les symptômes, je dirais que j'étais dans une approche où je n'écoutais plus du tout mes besoins. C'est-à-dire que j'étais vraiment dans un état d'esprit où il fallait à tout prix que je souffre au sens premier du terme pour être convaincu que j'étais performant et être convaincu que je méritais aussi le succès que j'avais.
Mm. Donc, à ce niveau-là, concrètement, je dormais peu déjà. Je commençais à bosser, il était 5h, 5h30 du matin. J'ai arrêté, il était 19h, 20h. Donc ça, déjà, c'est déjà pas mal. Ensuite, je mangeais aussi beaucoup moins que ce que je mange aujourd'hui. Je faisais 10 kilos de moins, mais j'avais les joues Mm. creusées. Tout le monde me disait que j'étais maigre et moi, je me trouvais pas maigre. Donc, effectivement, quand je revois des vidéos ou des photos de conférences que j'ai pu faire par le passé et que je me vois, j'ai l'impression que j'étais vraiment malade déjà comme ça. Mm. Donc ça, effectivement, ça se voit. Et puis, ça allait même jusqu'à, en fait, ouais, j'avais faim. Au lieu de manger, j'allais courir. Enfin, tu vois, l'idée, Ah quoi. Donc, oui. c'était toujours une approche de combat, finalement, entre mon mental et mon corps. L'idée, c'était de me Mm. dire, déjà, effectivement, il faut que je souffre pour mériter ce que j'ai, mon succès, et être sûr que j'étais performant parce que j'avais pas trop de repères. On pourra peut-être en reparler quand on parlera de l'entrepreneuriat. Et effectivement, comme je manquais de repères, c'était la douleur qui était mon principal repère. Mm. Mais Mm. à côté de ça aussi, j'étais dans une démarche de combat contre moi-même, en fait, où je voulais à tout prix que mon mental soit plus fort que mon corps. Et quand mon corps m'envoyait des signaux, je lui disais, je ne vais pas dire des choses vulgaires dans ton podcast, Audrey, mais tu vois l'idée. Et en gros, je l'ai battu pendant des mois, voire des années, jusqu'à ce que ce soit lui qui remporte la bataille finale. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment Ouais. donné, ton corps t'as pas donné le choix, j'imagine, hein. Il t'a dit maintenant, tu peux Exactement. t'arrêter. Exactement. Je prenais ma douche, c'était le 5 mai 2018, je me rappelle du coup Mm. Mm. précisément parce que ça m'a vraiment choqué. J'étais sous la douche, la tête qui tourne comme d'habitude, faim comme d'habitude, fatigué comme d'habitude, mais bon, comme d'habitude, quoi. Donc, Mm. je vais le faire, je vais faire ma journée, je devais aller chez un client, tout allait bien se passer. Sauf que là, ça tournait un tout petit peu plus vite, mon cœur battait un tout petit peu plus vite et en fait, j'ai perdu le contrôle sous ma douche. Je me souviens que j'avais encore la mousse sur moi, etc. J'ai même pas pris le Mm. temps de me rincer. J'ai pris ma serviette, je suis allé me remettre dans mon lit et là, je sentais que je m'enfonçais dans mon lit, tu vois. Donc, vraiment, j'étais cloué au lit, mais je sentais vraiment c'était impressionnant, la sensation et tout a démarré comme ça. D'accord. Et juste pour revenir un petit peu dans ce contexte professionnel, Ouais. donc tu étais indépendant à ce moment-là. Est-ce que tu avais quitté le salariat? Quel était un petit peu professionnellement ton Ouais, parcours, hein? alors du coup, effectivement, j'avais quitté le salariat, j'étais indépendant, mais je venais aussi de m'associer avec Sébastien, qui est maintenant mon associé chez SLN, Mhm. mon agence. Mais effectivement, lui étant basé à Bordeaux, moi étant en Normandie, effectivement, on est quand même très éloignés, on fait des visios, etc. Mais effectivement, je bossais plutôt sur un rythme de freelance finalement, puisque Mhm. j'étais tout seul la plupart du temps. Donc oui, j'avais créé ma société et oui, j'avais un statut qui s'apparentait, en tout cas dans le quotidien, à celui d'indépendant. D'accord. Donc, il y avait quand même ce besoin de gagner sa vie, si je puis dire, même si le terme est horrible. Euh, euh, C'est-à-dire que cette obligation de performance, de résultat pour pouvoir... est-ce que tu étais dans ce contexte-là à cette période? Ouais, alors je pense que moi, c'est un peu différent. J'ai jamais vraiment eu cette obsession pour gagner ma vie. Non pas que je sois blindé et que j'ai pas besoin de gagner de l'argent, au contraire, mais je viens d'un milieu déjà précaire à la base. Donc en fait, je sais ce que c'est d'être en difficulté ou quoi. Donc je suis assez à l'aise avec cette sensation Mhm. d'un point de vue argent. Par contre, effectivement, j'ai placé mon obsession pour la performance sur d'autres sujets, notamment l'aspect visibilité sur Internet, parce qu'effectivement, comme je te le disais en intro, j'étais créateur de contenu. Donc moi, en fait, plutôt que de courir après l'argent, je courais plutôt après les top influenceurs, après les vues, après toutes ces choses qui nous font, qui nous rendent accros aux réseaux sociaux. Donc, il y avait cet aspect-là. Et j'étais aussi dans l'optique de vouloir être le meilleur dans ce que je fais, peu importe qui j'avais en face. C'est-à-dire que à l'époque, je me comparais à des agences où ils étaient 30, 40, 50. Et mon objectif, c'était de faire plus de visiteurs qu'eux, ou c'était d'être plus visible qu'eux, ou d'être plus connu, Mhm. ou d'être meilleur qu'eux. On a plutôt réussi à faire ça, mais le prix que j'ai payé, c'était très élevé quand même. Et oui, c'est ça. Donc, il y avait un enjeu de performance, mais qui était plus lié de toi à toi, si je puis dire. C'est pas Ouais. forcément des injonctions extérieures, même si Ouais, en non. creusant un peu, il peut y avoir des choses. Oui, complètement. Alors, du coup, effectivement, il y a forcément des influences extérieures, mais c'était plutôt lié à mon ego. C'était effectivement, je pense que c'est un besoin de reconnaissance inassouvi ou des choses un peu comme ça. Mais il y avait cette partie-là, effectivement, où il fallait que je sois le meilleur, que je sois reconnu comme étant le meilleur dans ce que je fais. Et puis après, j'avais aussi une autre volonté, et c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, c'était de démontrer
à la terre entière et surtout sans doute à moi-même, que Mhm. j'étais full autonome, en fait, que j'avais besoin de personne, peu importe les sphères de ma vie, que ce soit ma vie perso ou ma vie professionnelle, bah, je gagne ma vie tout seul. J'ai pu acheter ma Mhm. maison grâce à mon travail, à moi tout seul. Donc voilà, il y avait vraiment cette volonté-là aussi de vouloir tout faire tout seul, de ne pas être aidé parce que peut-être que c'était rassurant pour moi bah, de me rendre compte que je pouvais Mhm. traverser la vie en ne comptant que sur moi. Oui, c'est ça. Ça, c'est quelque chose que j'entends assez souvent et j'ai envie de le relier un petit peu, enfin, je ne sais pas si toi tu fais le lien, à cette idée de combat entre le corps et l'esprit. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup, beaucoup entendues, moi notamment, par exemple, chez des personnes, qui sont effectivement en épuisement professionnel, en dépression ou qui souffrent de douleurs, chroniques, tu vois? Des douleurs vraiment récurrentes, migraines ou autres, Mhm. avec cette idée de: «Je serai plus fort que, le contexte ou plus fort que ma douleur» ou autre. Comment tu l'expliques, toi, cette espèce de combat corps-esprit? Alors moi, j'ai trouvé une explication, mais qui est peut-être liée à mon contexte ou à mon histoire. Du coup, tu pourras me dire avec ton recul ce que tu en penses. Mais effectivement, j'étais dans cette optique et je le suis encore, hein, honnêtement. Mmh. On pourra en reparler, mais là, ça va, je me suis arrêté avant qu'il soit trop tard ces dernières semaines, mais j'étais reparti sur un schéma où j'aurais pu très bien aller jusqu'au bout et me retrouver dans la même situation qu'il y a 4 ans. Fort heureusement, j'ai su m'arrêter avant. Mmh mh. Mais voilà, effectivement, j'étais toujours dans cette approche de mon mental doit être plus fort que mon corps. Moi, j'explique ça par la peur de la mort, tout simplement. Désolé si Mmh je mh. plombe, si je plombe l'ambiance Mmh, mais c'est dans ton intéressant. podcast, Audrey. Mais c'est vrai que j'ai toujours été traumatisé par ça. C'est d'ailleurs par cette accroche que je commence mon livre, parce que je pense que c'est un peu le point de départ de tout. C'est quelque chose que j'ai toujours du mal à accepter. C'est quelque chose qui m'a traumatisé, je pense, trop jeune. Et du coup, je n'ai pas su le gérer à l'époque. Et du coup, bah, il me reste des blessures par rapport à ça. Et je pense que j'étais convaincu, et je dois l'être encore un peu inconsciemment, j'étais convaincu que tant que mon mental était plus fort que mon corps, bah, j'étais immortel, en fait. Oui, oui, c'est ça. Mon corps peut s'éteindre, mais moi, si mentalement je suis plus fort que mon corps, il n'y a pas de problème. Donc Mmh mh. vraiment, je pense que c'est la raison, je pense, pour laquelle j'étais dans cette Ouais. démarche. Beh, je trouve que ça se tient aussi parce que quand on écoute, certains même, psychologues ou dans certaines recherches, il y a vraiment cette idée que pour notre, cerveau, la mort n'existe pas. Mm, Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, on voit le corps un peu comme un ennemi à combattre et mm, quand on commence à le prendre comme un allié, mm. enfin, parce que j'imagine que c'est ce que tu as fait, en tout cas, c'est ce que j'ai compris à travers, ton livre, hein, c'est de commencer à écouter tous ces petits symptômes, notamment physiques. En fait, finalement, on se rend compte que, ben, notre corps, il nous envoie des messages, que ce soit par le biais des émotions, des sensations physiques, bah, des éléments qui sont intéressants à prendre en compte justement. Comment tu Ouais. vois ça, toi? Ouais, bah, complètement. Effectivement, comme tu le dis, c'est pas un ennemi, c'est un allié. C'est pas un moyen de transport. Je pense que pendant longtemps, je l'ai vécu. Voilà, mon corps, c'était mon moyen de transport. Effectivement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On a besoin de son corps pour faire des choses, c'est Mmh. logique. Et quand on commence à l'écouter, eh bien effectivement, on a plus d'énergie, on est plus productif, on a plus de Mmh. résultats. Donc ça fonctionne bien. Je pense que je suis pas encore parfait là-dedans. À l'heure à laquelle j'ai écrit le livre, à l'époque à laquelle j'ai écrit le livre, donc c'était il y a quasiment 2 ans maintenant, enfin Oui. 1 an et demi, j'avais encore des alertes sur mon téléphone pour justement me poser la question de est-ce que tu es confort? Est-ce que j'ai pas. Ah, Voilà, c'est pas je me mal posais ça, toujours les cette alertes, question-là, donc j'avais des notifications, j'en avais une en milieu de matinée et une en milieu d'après-midi, parce qu'effectivement, avant le burn-out, bah, je commençais à bosser, je m'arrêtais pour déjeuner, et puis je rebossais jusqu'au soir, et je m'arrêtais jamais, je faisais pas de pause, ne serait-ce que pour aller aux toilettes, pour manger un truc, pour me reposer, etc. Donc d'avoir ces notifications-là, ça me permettait de relever la tête et de me dire, bon, bah, est-ce que je suis confort? Si oui, bah, tant mieux, je peux continuer à bosser, etc. Et si je ne suis pas confort, bah, qu'est-ce que je peux faire pour être plus confort? Donc, pendant de longs mois, j'ai Mmh. été avec ces notifications jusqu'à ce que j'arrête de les écouter parce que bah, les notifications, c'est bien. Le petit réveil qui va sonner, etc., pour te faire penser à ça, c'est bien. Mais quand c'est rentré dans ta routine, bah, ça a moins d'impact. Non. Mmh. Mais ce qui est cool, c'est que ça m'a mis le pied à l'étrier et j'ai commencé à m'écouter plus, que ce soit en tout cas pour la nourriture, aller aux toilettes, Mmh. faire des pauses, moins m'en demander. Pour le repos, je ne suis pas encore 100% OK avec ça. J'ai toujours des Mmh. travers et j'ai toujours du mal à me reposer la journée. Pour moi, c'est contre-intuitif et c'est quelque chose que j'arrive toujours pas à faire. Mais voilà comment, en tout cas, j'ai fait. Et voilà, moi, je ne sais pas si je réponds à ta question, mais. Si, 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 carrément. Et qu'est-ce que tu répondrais, par exemple, à une personne, on va dire, qui serait dans la même situation que toi, qui,
démarre, qui est dans l'entrepreneuriat, qui monte son entreprise et qui se dit je me reconnais un petit peu dans ce que dit Ludovic, mais moi, c'est pas pareil, c'est différent parce qu'il faut absolument que je tienne, parce que je dois prouver à, je sais pas moi, à la planète entière que je peux me débrouiller par moi-même. Donc, je m'écouterai plus tard, je ferai des pauses plus tard. Quand mon entreprise marchera, quand j'aurai atteint mes objectifs, là, je ralentirai. Qu'est-ce que tu dirais à cette personne-là? Alors du coup, effectivement, le moi, c'est pas pareil, c'est différent. C'est quelque chose que j'entends assez régulièrement. Ce à quoi je réponds souvent que finalement, oui, peut-être que sur la forme, il y a des choses qui changent, mais si on regarde le fond, finalement, c'est généralement les mêmes blessures, les mêmes traumatismes, les mêmes syndromes qui causent les mêmes symptômes finalement. Donc finalement, c'est généralement ce que je vais apporter comme réponse. Mais après, s'il faut être concret, le truc, enfin le conseil que je donnerais en tout cas, c'est d'éviter la solitude. C'est-à-dire qu'effectivement, bosser beaucoup, c'est bien, mais si c'est tout seul toute la journée, etc., moi en plus qui suis dans un métier digital, on va dire, donc je suis constamment derrière l'écran, enfin mon cerveau, il est connecté à Internet quasiment, et je pense que c'est le cas de beaucoup de métiers d'indépendants maintenant. Et donc, quand on bosse tout seul toute la journée et qu'on parle à personne, en fait, on vit dans un monde virtuel, ce qui fait qu'on déconnecte complètement de l'instant présent. Et c'est là où, en fait, on va non seulement avoir la fatigue physique, parce qu'on s'en demande beaucoup, que ce soit effectivement sur les heures de travail ou parce qu'on ne répond pas à nos besoins, parce qu'il n'est pas le bon moment dans la journée. Donc, il y a cette fatigue physique. Mais à côté de ça, il va y avoir une certaine fatigue mentale aussi qui va accentuer les effets. Et moi, ça, je l'ai vraiment remarqué. Il y a des fois où je me sens fatigué. Ce n'est pas parce que j'ai trop bossé, c'est parce qu'effectivement, je me suis isolé. J'étais dans ma bulle. J'étais dans un monde qui n'est pas le monde réel, qui n'est pas l'instant présent. Et donc, de me connecter, d'aller faire soit du sport ou d'aller voir des gens dans un coworking ou de passer chez des clients, etc., ça me permet déjà de retrouver une énergie que je ne pensais plus avoir, et ça me permet aussi d'être plus équilibré et aussi de bosser dans un environnement extérieur. Ça, c'est le premier truc que j'ai mis en place finalement pour me reconstruire du burn-out, c'est d'aller bosser dans un espace de coworking. Effectivement, quand on voit des gens, qu'on le veuille ou non, on va être sollicité parce qu'on peut aller boire un café avec une personne, parce qu'on peut discuter avec une autre, etc. Et donc, on a des mini-interruptions quand même dans la journée qui font qu'on évite de tomber dans ces travers. Oui, c'est marrant parce que si je puis dire, j'ai fait le même constat que toi, à savoir que dans mes moments de déprime ou de blues, on va le dire comme ça, c'est souvent quand j'ai vu personne de la journée ou que j'ai pas eu assez d'interaction sociale ou que je ne suis pas sortie de chez moi. Parce que ça m'est arrivé, et là on peut dire merci le confinement, j'ai pris les mauvaises habitudes de rester beaucoup soit à mon bureau, soit chez moi, et finalement d'être un petit peu en mode il n'y a que mon ordi qui existe. Et sortir dehors, ne serait-ce que pour marcher un peu, voilà, ça aide pas mal. Et à titre perso, du coup, voilà, je me suis mise à faire du sport, non pas en salle, parce que ça, chez moi, ça dure 3 mois, mais j'ai carrément investi. Il y a un coach qui m'accompagne aujourd'hui. C'est bien ça. Voilà, moi, c'est mon nudge, c'est ma technique, si tu veux, pour m'obliger. C'est tu as rendez-vous avec ces personnes, je ne peux pas y échapper. J'ai fait pareil que toi. Du coup, j'ai pris une coach sportive et mentale qui m'a beaucoup aidé. En plus, elle est spécialisée aussi dans la méditation, yoga, etc. Des trucs qui, moi, me permettent de vraiment redescendre en pression. Et c'est vrai, quand je fais une séance un peu hybride avec elle, donc du sport où ça monte en cardio et ensuite on part sur de la méditation, je pense que c'est la bonne équation, en tout cas pour moi, et redescendre. Et sinon, oui, je repense à un truc par rapport à la question que tu me posais précédemment sur, effectivement, moi, c'est pas pareil, il faut que j'en fasse plus parce que j'ai une échéance, parce qu'il faut que je sois prêt, etc. Il est aussi important d'avoir en tête que quand on est dans cette approche-là, quand on réfléchit de cette manière-là, c'est qu'on est persuadé que le temps est illimité et qu'en fait, on va pouvoir tout réaliser dans notre journée ou dans notre vie, et que bien souvent, et je pense que les personnes se reconnaîtront du coup, qu'on ce mindset-là, c'est que si on est assez honnête avec soi-même, on va se rendre compte que si je fais ça et que je décide de me reposer une fois que j'aurai fait ça, c'est pas ce qui va se passer, c'est qu'une fois que j'aurai fait ce que j'ai à faire, je trouverai autre chose à faire et j'aurai toujours quelque chose à faire. Et donc, si on ne s'autorise pas du repos, finalement, on ne se l'autorisera jamais. Ce n'est pas en se disant, une fois que j'aurai terminé tel client, je pourrai me reposer. Non, parce que tu auras un nouveau client ou parce que tu auras une autre idée ou parce que tu auras un autre business à lancer, etc. Donc voilà, c'était le petit point aussi qui me paraissait important.
C'est super important, oui, carrément, c'est Ouais. vrai. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui peuvent se reconnaître ou de personnes dans je ferai une pause quand j'aurai fini ça, sauf que le ça, une fois terminé, tu as toujours autre chose. En fait, on peut toujours ou optimiser ou améliorer Mm. ou voilà, on a une espèce de. Alors, je sais pas si tu marches avec des checklists Ouais. dans la journée, ouais. Et comment tu te sens vis-à-vis de ça, toi? Quel est ton rapport Euh, à ta checklist? Alors du coup, je me suis vachement détendu par rapport à la checklist, puisque justement, avant le burn-out, et je pense que ça, c'est aussi lié au fait que je manquais sans doute de repères, mon agenda était ultra balisé, c'est-à-dire que chaque demi-heure dans mon agenda, Mmh. c'était calé, en fait, c'était bloqué d'une semaine sur l'autre et j'avais pas d'imprévu de cette manière-là, j'étais très bien organisé. Mais du coup, on est confiné, forcément, la cocotte Mmh. minute, à un moment donné, elle explose. Donc, j'avais déjà cette approche-là. Et puis, dans les to-do list, il fallait à tout prix que j'ai tout coché avant d'arrêter. Mais comme on le disait à l'instant, bah, en fait, tu retrouves toujours des trucs à ajouter. Puis en fait, peut-être que des choses que tu as visualisées comme étant des tâches qui allaient prendre 10 minutes, un quart d'heure, 30 minutes, bah, en fait, Mmh. on s'aperçoit qu'il y a des sous-tâches, etc. Donc en fait, la to-do list, elle est souvent infinie. Donc en fait, je me suis vraiment détaché de ça. Et maintenant, j'essaye d'avoir plutôt des objectifs sur l'année et d'organiser finalement mes journées en fonction des priorités. Donc, je vais avoir un, deux, voire trois objectifs prioritaires dans l'année. À partir de ça, je vais me définir des sous-objectifs sur le trimestre et derrière, je vais me laisser quand même plus de liberté pour gérer Mmh. ma journée et de la place aussi pour l'imprévu parce Oui. qu'effectivement, quand on est aussi cadré comme ça et qu'on est derrière son ordi, dans sa bulle, dans son taf, il n'y a pas d'imprévu et du coup, ça réduit aussi les contacts humains, ça réduit Mmh. les surprises, ça Complètement. réduit les émotions. Et donc, ça, c'est pas bon non plus pour l'équilibre. Ouais, et j'avoue qu'on se sent assez, oppressé, par cette espèce de planning ultra chargé. Moi, Mm. je sais qu'au début, donc il y a quelques années, au début de l'entrepreneuriat, je suis partie en mode: «Il faut absolument que je sois productive». Donc je suis allée piocher, dans les podcasts, dans les contenus, sur internet, comment être hyper productif. Et j'ai découvert le time blocking. Donc tu Ok. sais, le fait de vraiment, bien lister ses tâches. Problématique étant que, je me suis mise à faire des espèces de, comment ça s'appelle? Tu sais, ce jeu-là où tu dois empiler, Tetris, ouais. Tetris, merci beaucoup. Sauf que moi, voilà, la ligne du bas, tu vois, elle se défaisait jamais. Voilà. Oui, je vois bien, Donc je je vois me bien. sentais plutôt prisonnière de ça. Et petit truc, on verra si ça peut aider d'autres personnes, c'est que maintenant, je fais des to-do list, pardon, à la semaine. C'est-à-dire qu'en gros, Ok. j'ai mes rendez-vous, Ouais, ok, et puis après, j'ai voilà les objectifs de la semaine, puis je répartis en fonction des journées. Et ouais, moins frustrant, je trouve, que d'avoir une to-do list, tu vois, que finalement, je ne terminais pas. Donc, grosse insatisfaction, tu n'es pas assez compétente, enfin bref, toutes les jolies pensées qu'on peut avoir qui te plombent encore plus et qui te donnent envie de te dire: «Bah non, demain, je vais mettre les bouchées doubles». ouais. Et là, Bah, tu pars ça, en ouais. engrenage. Ouais, c'est hyper important. Effectivement, du coup, moi, je fonctionne comme toi également. Mais là, on en revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire et je pense que c'est un peu le défaut de tout, justement, tous les experts en productivité, ceux qui Mmh. écrivent des livres, qui font des vidéos YouTube notamment, les influenceurs productivité, qui finalement, quand ils te présentent les choses, ils te laissent penser que déjà pour être successful, il faut en faire plus que les autres et qu'ils te laissent aussi penser que tu peux tout faire, enfin tout ce qui te vient à l'esprit, tu peux le faire. Et Mmh. ça, en fait, c'est un vrai mythe, ça n'existe pas. Le temps est vraiment limité, une journée ne fait que 24 heures, une vie ne fait que 4000 semaines. Il y a un livre qui s'appelle 4000 semaines qui m'a pas mal inspiré sur ce sujet-là. Et du coup, quand on est assez OK avec ça, c'est là où ça devient intéressant parce qu'on va chercher à prioriser les choses et en fait, on va se focus vraiment que, que ce que ce sur quoi, enfin bref, tu pourras C'est ça. faire du montage, Non, non, c'est bon. On que ce laissera. sur, enfin en gros, tu vas te focus que ce sur, enfin bref, sur ce qui te Ce tient à sur cœur. quoi Voilà, on va le dire comme ça. Donc je on sais a pas si, compris. si ce sera pratique pour toi, mais voilà, effectivement, donc voilà, ça te permet de prioriser en fait, de te dire, je vais pas perdre mon temps, enfin mon temps est précieux, il est limité, donc qu'est-ce que j'en Mmh. fais? Effectivement, je vais me focaliser sur les trucs les plus importants et c'est comme ça aussi qu'on avance de manière productive. C'est pas en faisant plus que les autres, c'est pas en se dispersant et en essayant de faire tout ce qui nous vient à l'esprit, c'est en déterminant quelles sont les priorités pour atteindre nos objectifs. C'est comme ça que ça fonctionne. Mmh. Tout à fait d'accord avec toi. Et le fait de vouloir en faire beaucoup et de diversifier son activité, je trouve qu'à titre perso, ça a été un gros piège de croire qu'on Mmh. pouvait faire plein de choses à la fois. Mieux vaut se focuser. Le verbe n'existe pas, mais on Ouais, comprendra. j'ai bien compris. Voilà, se focaliser en tout cas sur, une tâche ou un aspect de notre business à la fois, parce que c'est quand même plus, satisfaisant à la fin. En tout cas, on voit davantage les avancées.
Pour revenir du coup à cette période que tu as vécue qui n'était pas évidente, je voulais savoir un petit peu également comment ton entourage avait réagi, si, voilà, si c'est sans forcément rentrer dans le personnel, hein, je te laisse juger de ce que tu veux partager. Ouais. Comment l'entourage était avec toi cette période? Alors, ça a été alors forcément un choc pour à peu près tout le monde. Ça a été, je pense même une désillusion pour certains. Parce qu'effectivement, d'avoir l'état d'esprit qui était le mien avant le burn-out, c'est-à-dire je fais tout seul, je suis plus fort que tout le monde et quand il y a un problème, bah, comptez sur moi parce que je vais savoir le régler, le syndrome du super-héros notamment. Bah, effectivement, quand on est perçu comme ça, bah, on est perçu comme invincible. En fait, comme je te le disais tout à l'heure, bah, je suis dans une bataille entre mon mental et mon corps. J'essaye de me convaincre que je suis, entre guillemets, immortel. Mais quand on fait ça, bah, on a une posture qui fait qu'aussi les gens te perçoivent comme tel. Et donc, forcément, quand tu t'effondres, bah, effectivement, ça peut choquer. Donc, on peut se dire, bah, tiens, en gros, je sais que ça existe, je sais qu'il y a des gens qui font des burn-out, je sais qu'il y a des gens qui font des dépressions, etc. Mais je ne pensais pas que ça arriverait à Ludo, parce que Ludo, bah, il était plus fort que tout le monde, etc. Donc il y a eu un petit peu cette réaction-là, malgré tout, et c'est ce qui m'a permis de me reconstruire. Bah, j'ai pu constater que les gens étaient là pour moi et que même s'ils ne comprenaient pas ce qui se passait, parce que c'est impossible de comprendre ce qui se passe quand on ne vit pas ce genre de situation, et ben en fait, les personnes de mon entourage le plus proche, celles qui me sont le plus chères, étaient toujours là. Et du coup, juste de voir cette présence, même si ce que je racontais n'avait pas de sens, ou même si quand j'expliquais des choses, bah, je voyais bien que je n'étais pas compris, juste de voir que je pouvais compter sur des gens qui étaient là et juste bah, de pouvoir, je sais pas, prendre quelqu'un dans les bras, enfin, c'est le genre des trucs que j'ai jamais fait, tu vois, ça. Et du coup, bah, effectivement, d'avoir ce genre de moment, je me souviens un truc qui m'a marqué d'un pote qui m'avait dit, enfin, je lui avais dit, mais pourquoi tu es là? Enfin, il était tout le temps là pour moi, etc. Quand j'allais pas bien, quand j'appelais au secours, entre guillemets, il venait, etc. Et je lui disais, mais enfin, je comprends même pas que tu sois là tout le temps. Et il m'a dit, bah, c'est normal, c'est parce que je t'aime. J'étais là, mais ça m'a fait trop bizarre en fait, en me disant, mais enfin, c'est un ami, enfin, on n'est pas dans une relation comme ça, pourquoi il me dit ça? Enfin, c'est quoi? C'est pas possible. Enfin, ça n'existe pas ce genre de sentiment entre deux personnes, hormis peut-être dans le couple. Et en fait, oui, ça m'a fait du bien en fait. Donc ça, je pense que c'était voilà, le genre de réaction, effectivement, entre effectivement une partie incompréhension, une partie surprise, mais une fois, entre guillemets, bah, la nouvelle digérée, on va dire, bah, j'ai eu des manifestations comme ça d'affection qui m'ont permis aussi de me reconstruire et de me dire, bah, en fait, je ne suis pas tout seul et bah, parfois, je ne demande pas d'aide, alors qu'en fait, quand on demande de l'aide, bah, ce n'est pas plus mal. Finalement, c'est plus Ouais. facile. Ouais. Il faut oser demander de l'aide et c'est ce qui est le plus difficile à faire. Et Ouais. souvent, l'entourage va, bah, alors je ne sais pas si ça a été ton cas, mais va parfois se tirer la sonnette d'alarme, t'inciter à voir un psychologue, mettons. Mais c'est pas forcément ce qui va marcher en premier lieu. Je ne sais pas, tu nous diras, mais de pouvoir être là, d'écouter sans juger, c'est déjà beaucoup. On peut, voilà, offrir ça à quelqu'un qui est en souffrance de manière générale, c'est déjà beaucoup. Et peut-être dans un second temps, lui parler d'une aide psychologique ou en tout cas un soutien, c'est intéressant, mais mieux vaut travailler sur ce qui le bloque, avoir un psychologue, que que de lui vendre un petit peu tous les arguments positifs à aller voir un psy. De dire, bah voilà, qu'est-ce qui t'empêche de, bah oui, je peux me débrouiller tout seul. Et c'est là où c'est intéressant, je trouve, d'aller creuser les idées Ouais. reçues. Tu vois ce que je Ouais. veux dire? Ouais, complètement. Alors effectivement, moi j'ai vu une psychologue assez rapidement et je pense que c'est ce qui m'a, entre guillemets, j'allais dire, ce qui m'a mis le coup de grâce. C'est-à-dire qu'effectivement, j'étais dans un état, le burn-out avait commencé depuis un mois avant que j'entame la thérapie, mais je tenais encore debout, on va dire. Mais effectivement, quand j'ai commencé la thérapie où il a fallu déballer tous les sujets, mon caractère fait que, bah, tu vois, ce qui m'a amené dans le burn-out m'a plongé dans un truc encore plus profond derrière parce que bah, je me suis dit, bah, OK, je vois à peu près le process qui est à réaliser pour sortir du burn-out. Forcément, j'ai eu la question qu'on a dû te poser 100 fois à toi, Audrey, au niveau de tes patients, c'est combien Combien? de temps ça va durer? Combien de séances? Et Et combien de toujours. séances ça va prendre? Voilà, effectivement. Donc, bah, ma psychologue n'a pas forcément su me répondre, mais elle a dû me dire un truc du type bah, je ne peux pas vous dire, mais bah, parfois ça prend 6 mois ou à peu près dans cet espace-temps-là.
Et dans ma tête, je suis ressorti de là en me disant, bon, bah, ok, ça prend 6 mois pour tout le monde, moi, ça va prendre 15 jours et ce sera plié. Et donc, j'ai Oh, c'est sorti tous les rigolo ça. sujets, ouais, j'ai sorti tous La les sujets d'un performance, tu coup. sais, même en Ouais, thérapie. mais exactement, la performance en thérapie, j'ai tout sorti d'un coup, sauf que ma psychologue partait en vacances quelques semaines plus tard et je me suis retrouvé avec tous les sujets sur la table déballés où j'ai pas su les gérer parce qu'émotionnellement c'était très 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 compliqué. Où c'est là où j'ai été vraiment sur le fil et il aurait pu se passer beaucoup de choses. J'avais pas d'idée noire, mais en tout cas j'étais dans un effondrement très très profond. Mais voilà, donc en fait là où je pensais gagner du temps, bah, en fait j'en ai perdu, je pense. Cette période-là m'a même traumatisé. En fait, j'ai eu peur de l'état dans lequel j'étais et je pense que ça me fait peur encore aujourd'hui. Mais ce qui est important, effectivement, c'est que bah, du coup, tout ça prend du temps et que ça peut prendre 3 mois, ça peut prendre 6 mois, ça peut prendre 1 an, ça peut prendre 5 ans, voire toute une vie. Et en fait, c'est là où, pour l'entourage, c'est important de le comprendre et de se dire, bah, je ne vais pas le bousculer ou je ne vais pas lui dire, le truc à surtout pas dire, c'est bah, mets-toi un coup de pied au cul, etc. Parce que c'est finalement les coups de pied au cul qui t'ont amené au burn-out. Donc, Tout si à tu fait, continues complètement. comme ça ne va pas marcher. Mais juste voilà, de se dire, bon, ok, je ne comprends pas tout ce qu'il me dit. Je ne sais pas toujours quoi lui dire, mais je vais juste l'écouter et juste bah, le mettre en confiance pour qu'il puisse, pendant un laps de temps plus ou moins long, bah, faire le travail et ça prendra le temps que ça prendra. Et on le fera. Il y a une chanson d'Orelsan là-dessus, Jour meilleur. Je trouve que Ouais, tout à ça fait. traduit bien justement la posture à avoir, c'est de dire bah, je serai là, je ne saurais pas quoi te dire. Toujours, je ne saurais pas toujours quoi te dire, mais en tout cas, je serai là pour t'écouter. Bah, c'est vraiment ça le truc, c'est de se dire, voilà, même si on ne sait pas quoi dire, on peut répondre juste oui, non ou faire un câlin, mais Oui, voilà, c'est le ça. temps que ça durera, il faut le faire et voilà, je pense que c'est important. Ouais, bah, alors ça paraît toujours, je sais que pour les gens qui sont de l'autre côté, pour l'entourage, pas suffisant, parce que ça les met face à leur propre impuissance d'entendre la personne ou de voir la personne être mal. Mais croyez-moi sur parole, c'est pour avoir accompagné beaucoup de personnes, c'est ce qui aide le plus, c'est de ne Ouais. pas juger, d'écouter, effectivement de faire un câlin ou en tout cas d'avoir, le côté, tactile, ça on le sait même au niveau neurosciences, Mm. niveau libération de certaines hormones, dont l'ocytocine, ça aide beaucoup Mhm. à se sentir connecté à l'autre, donc moins seul. Et dans, je voulais rebondir aussi, je passe un peu du coq à l'âne, excuse-moi. Euh, Toi, tu faisais un travail apparemment quand même qui était passionnant pour toi. Tu l'as Ouais. choisi, tu as quitté le salariat, donc Mm. on peut se dire, bah, en théorie, tu devrais être heureux puisque tu es dans un Mm. domaine qui te plaît, qui te passionne. Ouais, alors ça c'est ouais. Alors du coup, c'est vrai que j'ai toujours dit malgré tout que si je gagnais au loto demain, j'arrêterais de bosser et je pense que je suis capable d'arrêter de bosser jusqu'à la fin de ma vie. Donc effectivement, même si je suis dans un taf qui me passionne, bon, c'est pas toujours épanouissant pour autant. Il y a des clients chiants, il y a de l'administratif, il y a toujours voilà. Même si c'est une passion, effectivement, déjà c'est pas toujours l'éclate et quand on est entrepreneur justement dans une activité qui nous passionne, on a une certaine liberté d'agenda que les autres vont percevoir comme la liberté de bah, quand j'ai pas envie de bosser, je bosse pas. Mais ils se mettent pas dans ils n'arrivent pas à imaginer, en tout cas, ça leur vient pas à l'esprit que on peut aussi tomber dans l'effet inverse de bah, si je veux bosser, je peux bosser. Et donc, bah, notamment pendant les confinements, j'ai remarqué ça aussi chez Ok. moi, même si j'étais en train de sortir du burn-out, c'est que bah, quand on n'a rien à faire de sa journée, quand on est entrepreneur dans un truc qui nous passionne, on va faire quoi? Bah, on va travailler en fait. Et donc, on va avoir cette tendance à remplir le vide par le travail. Et ça, c'est pas bon du tout parce qu'en fait, il n'y a plus de vide dans notre journée et il n'y a que du travail. Et le travail, ça ne ressource pas, au contraire. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle je me suis retrouvé dans ce genre de situation. C'est ma vie aujourd'hui ne me convient pas. Je pense que je suis un peu isolé personnellement. Je pense que je ne suis pas épanoui dans des activités personnelles, etc. Je me suis isolé par moi-même avec mon activité d'indépendant. Et du coup, bah, mes journées sont vides. Si je ne bosse pas, je fais quoi? Bah, j'ai rien à faire. Ou en tout cas, je ne sais pas encore imaginer ce que je pourrais faire de ce temps. Donc, je fais que travailler. Et ça, c'est un truc que j'ai encore là ces derniers jours où je te disais, voilà, j'ai réussi à m'arrêter avant qu'il soit, je pense, trop tard. Mais j'étais déjà dans cette démarche de me dire, OK, je peux lever le pied, mais si je lève le pied, je fais quoi de ma journée? Pourtant, j'ai rempli plus ma vie, etc. Mais c'est un réflexe, je pense qu'on a tous. Le plein appelle le vide appelle le plein. Tout à Quelqu'un fait. m'avait dit ça en commentaire Mm, sur LinkedIn, j'avais bien aimé. mm, Bah, mm. c'est un peu le problème. Ouais. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on a vu, enfin moi je l'ai vu chez des amis qui sont salariés, effectivement en confinement, ils étaient tous en télétravail et donc ils ont beaucoup plus travaillé qu'habituellement. Ouais. Donc, d'ailleurs, c'était une peur
des entreprises, de dire « Ouh là là, ils vont moins bosser ». Non, non. En fait, on a vu que les gens étaient beaucoup plus performants. Enfin, performants, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont travaillé plus longtemps Ouais. sur des plages horaires plus longues. Donc ça, c'est le piège pour, j'ai envie de dire, tout entrepreneur qui bosse de chez lui ou pas. Et, là où je voulais en venir aussi, c'est que je trouve ça assez rare malgré tout, enfin paradoxal, parce qu'on pourrait dire, bah, là, tu es dans un métier que tu apprécies, que tu as choisi, donc il ne devrait pas y avoir de burn-out. Parce qu'habituellement, ce qu'on voit, en tout cas pour les personnes que j'ai accompagnées, c'est souvent des gens qui font des métiers difficiles, qui sont plutôt salariés, qui sont quand même dans des métiers où il y a de l'humain, donc c'est les métiers d'enseignants, soignants, etc. Et on pourrait se dire, parce que comme c'est une passion, on ne peut pas souffrir, parce qu'il y a pas il y a quand même du sens derrière ce métier passion. Mais je trouve que justement, enfin, tu l'as très, très bien évoqué, hein, passion, ça veut dire aussi souffrir. Donc, on va se mettre dans des états où ça a tellement de sens, et là, je parle aussi un petit peu pour moi, ça a tellement d'intérêt que on a envie de toujours faire plus, faire mieux, avancer. Mais tu l'as bien dit, et là, je vais le redire à nouveau, hein, c'est que notre temps est limité, il n'est pas infini, contrairement à ce que dit Fabien Olicard. Oui, c'est vrai. Non, le livre est très bien, Votre temps est infini, je le conseille. Mais la réalité, elle est tout autre. Et quand bien même notre temps serait assez allongé, je pense que c'est important peut-être pas de compartimenter, parce que c'est peu réaliste d'avoir la vie pro d'un côté et la vie perso de l'autre, mais en tout cas de considérer, je pense qu'on l'avait évoqué d'ailleurs dans le podcast, Ouais. considérer les temps de pause comme faisant partie de l'activité professionnelle. Ouais, exactement. Ouais, c'est Giroud qui disait ça à l'époque, Ah l'entraîneur oui. de la JOCR dans le foot, qui disait le repos fait partie de la performance. Et Mm. je pense que moi, ça a été ce genre d'argument. Alors, c'est pas l'argument de Giroud qui a fait que j'ai commencé à me reposer, mais ça a été un petit élément déclencheur. Et c'est en arrivant petit à petit, et c'est là que je sens quand même que je progresse à ce niveau-là, c'est justement en percevant que se reposer, ce n'est pas, entre guillemets, une tâche anodine. Enfin, c'est pas rien faire, c'est pas une perte de temps, c'est que c'est entre guillemets, enfin moi c'est comme ça que je le perçois, et je pense que c'est la seule manière que aujourd'hui en tout cas je peux trouver pour réussir à prendre la décision de me reposer, c'est de me dire quand je me repose, je fais quelque chose qui va dans le sens de ma réussite. C'est-à-dire qu'effectivement, si je me repose, je vais récupérer de l'énergie, je vais être plus frais psychologiquement, intellectuellement, je vais pouvoir trouver des réponses à des questions sur lesquelles je bute actuellement, etc. Et donc de percevoir vraiment comme le repos comme une partie du process qui va m'amener à atteindre tel ou tel objectif, c'est ce qui me permet de m'autoriser des pauses en tout cas. Mais effectivement, faut recharger les batteries. Enfin là, je pense qu'on s'est tous retrouvés dans des situations comme ça où on est derrière l'ordi, on n'y arrive pas, on n'a pas envie, on va se forcer, on va se faire mal, on va rester derrière l'écran jusqu'à 19h, on ne va pas avoir avancé, et on sait très bien que si on s'est élevé pour ne serait-ce qu'aller prendre un thé ou quoi et s'asseoir 10 minutes au soleil, en fait, la solution, on l'aurait trouvée. Donc, il faut s'autoriser ce genre de pause. Tout à fait, parce qu'en fait, on a parfois l'impression que la pause, ça doit être quelque chose de long, de compliqué, de partir faire une balade d'une demi-heure, alors que non, il s'agit juste de se faire un café, un thé, peu importe. D'ailleurs, c'est souvent là où on a, comme tu disais, les solutions. Et d'ailleurs, j'ai écouté justement un podcast là, de Coup d'État. Alors, je ne saurais plus dire l'épisode, mais je le mettrai en description, où il y a une personne qui expliquait qu'il y avait deux manières de résoudre des problèmes. Donc, soit tu te mets en mode focus, et dans ce cas-là, c'est intéressant quand tu connais la réponse, quand tu as plus ou moins les compétences pour solutionner le problème. Mais quand tu es face à une problématique nouvelle, mieux vaut te mettre en mode diffus, c'est-à-dire faire autre chose, et en gros, ton cerveau va raisonner en tâche de fond, va travailler en tâche de fond, et c'est comme ça que tu peux plus facilement trouver la réponse. Et je trouvais ça pas mal, parce qu'en fait, je pense que c'est ce qui se passe quand des fois, quand on est bloqué, puis qu'on part faire une activité qui n'a rien à voir, qui est un peu Ouais, plus et puis ça, légère. je pense qu'on a beaucoup d'exemples comme ça, si on y réfléchit 5 minutes dans notre quotidien. Ça arrive assez régulièrement, mais moi, je suis encore dans cet état d'esprit où parfois, je vais bloquer sur un truc et je vais m'entêter jusqu'à temps que je trouve, alors que je sais très bien que si je prenais 5 minutes, etc., je trouverais la réponse. Donc, des fois, on n'est pas parfait, mais voilà, c'est important. Si tu devais donner quelques conseils, alors ou en tout cas, je ne sais pas si ce sont des conseils à proprement parler, mais en tout cas des choses, toi, qui t'ont aidé, puis il y a peut-être deux, trois choses, tu dis vraiment ça, ou des prises de conscience qui t'ont aidé à
à tirer la sonnette d'alarme et à commencer à prendre soin de toi et à changer tes habitudes, ce serait quoi? Je pense que moi, ce qui m'a vraiment permis de me reconstruire, en fait, c'est d'accepter que si j'étais dans l'état dans lequel j'étais, c'est-à-dire l'état du burn-out ou qu'on pourra appeler comme on veut, c'était effectivement parce que j'avais trop travaillé, mais que trop travailler n'était qu'un symptôme, en fait. Et que, en fait, il y avait des raisons pour lesquelles j'avais trop Mmh travaillé. mh. Donc, on en a évoqué certaines déjà dans le podcast en disant notamment la peur du vide. La peur du vide fait que tu vas le remplir par le travail. Mais au-delà de ça, tu vois, quand je te parlais d'ego, quand je te parlais d'avoir besoin d'être plus performant que les autres, etc., j'ai pu comprendre, moi, en faisant notamment un travail sur moi-même, j'ai pu comprendre d'où ça venait, de quel traumatisme ça venait, pourquoi j'avais développé ces mécanismes de défense, parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est la raison pour laquelle c'est difficile de se reconstruire d'un burn-out et d'accepter aussi qu'on est dans des situations comme le burn-out, c'est qu'en fait, ce qui nous y a amené, en tout cas, moi, j'en suis convaincu, ce sont des mécanismes de défense qui étaient utiles par le passé, qui ont été utiles dans certaines situations, mais qui aujourd'hui se retournent entre guillemets contre nous. C'est-à-dire que moi, effectivement, ce qui m'a amené dans le burn-out, c'est aussi des qualités qui m'ont permis de sortir du milieu dans lequel j'étais petit, qui m'ont Mmh. permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Mais maintenant, ça n'a plus trop d'intérêt. C'est comme une armure, en fait. Si tu as ton armure et que tu vas au combat, bah, c'est bien, tu as ton armure, tu vas être protégé. Mais si tu vas à la plage avec ton armure, ça va pas être terrible, quoi. Bah, c'est exactement ça, quoi. Tout C'est à de se fait. dire, voilà, on a des mécanismes de défense. Pourquoi? Parce qu'on a vécu des traumatismes, parce qu'on a des blessures, parce qu'on a des choses avec lesquelles on n'est pas à l'aise, donc on s'en protège. Mais parfois, quand on grandit, quand on est adulte, etc., on n'a plus besoin de ces mécanismes de défense-là parce Mmh. qu'on sait gérer les situations qui nous posaient problème par le passé. Mmh mh. Et c'est ce qui m'a permis d'avancer, en tout cas, de me dire, OK, je comprends pourquoi, et c'est les 3 syndromes que je présente dans le livre. Donc, le syndrome du super-héros, on veut sauver le monde. Le syndrome du bon Mmh. élève, on veut faire ce que les autres attendent de nous pour qu'ils nous apprécient. Et le syndrome de l'imposteur. Grosso modo, j'avais compris que, en gros, c'est comme ça que je le présente dans le livre. En tout cas, j'essaye d'englober à peu près tous les traumatismes de tout le Mmh. monde dans ces 3 syndromes. Ces 3 syndromes, une fois qu'on a compris d'où ils viennent, on se rend compte que c'est plus forcément nécessaire d'avoir les mécanismes de défense qui nous en protègent aujourd'hui. Mmh mh. Pourquoi? Mmh mh. Parce que, par exemple, la peur de l'échec, on va avoir des mécanismes de défense par rapport à la peur de l'échec. Quand on est petit, et notamment moi, dans mon milieu, dans mon histoire, je devais me protéger de ça parce que je n'avais pas, peut-être pas toutes les ressources autour de moi pour pouvoir vivre correctement un échec. Mais aujourd'hui, j'ai grandi, je sais gérer l'échec, donc j'ai plus besoin de Mmh. m'en protéger. Donc voilà, c'est ce genre de mécanisme qu'il faut avoir. Et quand on accepte de se dire, je suis en burn-out, c'est pas grave, je vais en faire quelque chose. Mais pour en faire quelque chose, il faut que j'accepte que je ne suis pas dans cet état-là parce que j'ai trop travaillé, mais que trop travailler, c'est juste une partie de la réponse et c'est juste la partie La partie immergée de émergée. l'iceberg. Derrière, je pense que c'est comme ça qu'on commence à se reconstruire. Oui, oui, oui. Alors c'est vrai que moi je parle plus de stratégie d'adaptation, que de OK, mécanisme de défense, OK. parce que c'est pas tout à fait le même référentiel, mais je pense qu'on parle exactement de la même chose. C'est-à-dire que, voilà, j'aime bien ta métaphore de l'armure parce que je trouve que ça parle complètement. C'est-à-dire que oui, c'est utile quand tu vas à la guerre, mais plus dans d'autres contextes. Et de la même Exactement. manière, c'est important, j'ai presque envie de dire, alors sans tomber dans le monde des bisounours, hein, mais de remercier ces stratégies qu'on a mises en place, qui nous ont été utiles à un moment donné, mais Mmh, qui aujourd'hui le sont peut-être pas, ou alors le sont peut-être pas, j'ai envie de dire, dans toutes les situations. mmh, Peut-être que des fois, le côté entre guillemets ou conquérant ou performant va être à nouveau utile dans certains contextes. oui. Mais l'idée, c'est de le réguler, de le moduler. Et Mmh, mmh. c'est un peu comme pour tout, j'ai envie de dire, c'est l'excès finalement de l'un ou de l'autre qui fait que ça peut causer des soucis. Ouais. Mais en tout cas, je te remercie parce que ça, c'est un conseil très, très précieux, un retour très précieux que tu nous fais, hein, c'est de comprendre qu'effectivement, le trop travailler, derrière le trop travailler, alors il y a plein de raisons, il y a plein de facteurs qu'on pourrait aborder, mais dans le facteur psycho, il y Mmh, a notamment des raisons qui peuvent nous être personnelles, des ouais. croyances, on parlerait de Mmh, croyances, oui. c'est-à-dire des pensées, qui nous amènent à agir de telle ou telle manière. Nos comportements viennent toujours d'une pensée, d'une croyance, d'idées qu'on considère comme étant des vérités et dont parfois on n'a même pas conscience. Donc tu le disais, c'est vrai que Mmh, voir un psychologue, ça permet aussi de mettre à jour ces pensées-là pour travailler dessus et puis aller un peu plus dans le sens qui nous convient, en tout cas qui est bon pour nous, quoi.
Ouais, complètement. Bah, verbaliser les choses, ça aide vraiment beaucoup. En fait, c'est la libération par la parole. Je pense que ça, c'est quelque chose de très, très important. Et puis après, l'autre truc aussi, parce que du coup, en t'écoutant parler, j'ai une autre idée qui m'est venue en tête pour les personnes qui seraient peut-être en burn-out ou qui, alors j'espère pas que ça arrivera, mais qui s'y retrouveraient un jour. Une bonne manière aussi de se reconstruire, c'est de comprendre pourquoi on le fait. C'est-à-dire que, Mm. qu'est-ce qu'on fait de ça en fait? On se retrouve dans un état qui est difficile à gérer. On a des blessures qui nous ont mis dans une situation très, très difficile. On souffre beaucoup. Et là, face à ça, en fait, on a deux choix, enfin, on a deux options. C'est-à-dire que soit on se contente, entre guillemets, enfin, on se contente, on est que dans la posture de je souffre et je vais me relever et puis ça sera déjà très bien. Ou alors on se dit, bon, ok, je souffre, j'ai souffert, ça a été traumatisant, mais qu'est-ce que je peux faire de ça? Et tout à l'heure, tu disais notamment qu'on est, quand on est dans un taf passion, généralement, on va avoir le sens qui va avec. Moi, tu vois, je suis pas. Alors, je pense qu'on a deux métiers complètement différents. Moi, j'ai eu du mal parce que pendant le burn-out, justement, je me disais qu'il n'y avait pas de sens dans mon activité, le marketing, etc. Bon, tu fais gagner de l'argent à des entreprises qui en gagnent déjà plus que toi. Tu vois, si je suis très cynique sur ce que je fais, donc c'est bien, mais en soi, le sens n'est pas là. Et c'est vrai que, du coup, en fait, moi, si je donne un exemple justement de quoi faire de la douleur, en fait, je faisais du marketing, je faisais de la transformation, j'ai fait mon burn-out, ça m'a permis justement de comprendre plein de choses sur les thématiques de la psychologie. Et donc, j'ai intégré ces thématiques de la psychologie et notamment de la conduite du changement, comment gérer le changement d'un point de vue humain dans mon activité professionnelle. Et ça a été une manière d'apporter du sens dans ce que je fais. Et donc, en fait, voilà, oui, j'ai souffert. Ça peut être difficile, du coup, à encaisser. Mais si derrière, on arrive à transformer cette souffrance en quelque chose qui a du sens, par exemple, écrire le livre, moi, ça m'a permis de… Voilà, souvent, on va me dire, t'es généreux, merci d'avoir écrit le livre. Et souvent, je vais répondre, mais c'était très égoïste aussi de ma part parce que le but, c'était d'aider les gens. Et en aidant les gens, effectivement, je donne du sens à la souffrance que j'ai eue. Donc, moi, je me reconstruis. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant. Et voilà, donc c'est de se dire, OK, qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour donner du sens à ça? Et entre guillemets, alors, je pense que ce n'est pas le bon terme et je pense que ce n'est pas assez joli dit comme ça, mais c'est rentabiliser la souffrance qu'on a pu vivre. En fait. Donc, en tout cas, c'est mon approche à moi. Là, je vois toujours le côté productivité quand tu me dis ça. Oui, c'est vrai, c'est pas faux. C'est pas faux. Optimisation, productivité. Mais c'est un petit défaut très entrepreneur, très, voilà, très vrai. courant dans ce monde-là. Enfin, c'est pas un défaut, mais une tendance, quoi. Non, mais je comprends. Non, c'est juste que ça me fait marrer. Je me reconnais dans ce que tu dis. Et du coup, ok, donc si je résume aussi quelques conseils là, qu'on a évoqués pour les personnes qui sont peut-être pas forcément en burn-out, mais qui souhaiteraient ne pas tomber là-dedans et qui peuvent ressentir malgré tout de l'épuisement. Tu avais dit le fait de s'entourer, de ne pas rester seul et isolé, de voir du monde, donc coworking, je ne sais pas, appeler des gens, en tout cas être en contact, avoir des contacts sociaux. Tu avais évoqué le fait de faire des mini-pauses et j'aimais bien ton idée de mettre des notifications, des petites alertes. Moi, j'appelle ça un nudge. Donc, nudge, c'est coup de pouce. C'est les nouvelles théories, voilà, petits dispositifs qui t'aident. Parce que la plupart du temps, on est OK pour faire des pauses. C'est juste qu'on oublie parce qu'on est pris. Oui, c'est ça. Donc, autant se donner des petits coups de pouce en automatisant des petites alertes. Et c'était quoi la question que tu avais notée dans ton alerte? J'aimais bien comment tu avais formulé. Alors, du coup, est-ce que tu es confort? Je mettais. Alors, j'en mettais deux différentes, mais grosso modo, ça voulait dire est-ce que tu es confort avec un petit smiley? C'était ça. Et donc, je mettais ça. Ouais, c'est bien ça. Alors, on peut, pour le côté nudge, vu que je donne des formations là-dedans, on pourrait imaginer une phrase qui soit différente à chaque fois, d'en avoir déjà 10 différentes. Est-ce que tu es confort? Comment tu te sens dans ton corps? Quelle émotion tu ressens maintenant? Qu'est-ce qui t'amènerait à ressentir de la joie dans l'heure qui suit? Enfin, je dis n'importe quoi. Ouais, non, mais je comprends. Voilà, c'est vrai que nouveauté, parce que sinon, on s'habitue. Moi, c'est vrai que je changeais de noter. Enfin, j'ai eu pendant quelques semaines, j'ai gardé deux phrases. En gros, j'avais une phrase différente le matin de l'après-midi déjà, et je changeais quand même souvent parce que je commençais à comprendre que j'écoutais de moins en moins les notifs. Donc, c'est important. Et après, le dernier point moi, que j'ai retenu, c'est cette idée voilà, qu'on évoquait, le temps n'est pas infini. Et peut-être se donner, je ne sais pas si ça te parle, ça peut-être se donner une deadline de quel temps je me donne pour enfin faire un break ou me satisfaire de ce que j'ai, ce sera quand? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'au départ, il faut que ce soit cadré, vu que ce n'est pas automatisé. Il faut que presque c'est pas la bonne solution, mais c'est un pansement, en tout cas temporairement, c'est de
de s'obliger à faire des pauses. C'est-à-dire que ça doit faire partie de l'agenda peut-être ou des choses. Enfin, si c'est compliqué aujourd'hui, si ça ne nous vient pas à l'esprit, effectivement, d'user de toutes les technos ou de toutes les solutions qu'on a à sa disposition, ça me paraît important. Et puis, dans la continuité du temps qui n'est pas illimité, je pense que pour éviter aussi d'être dans le burn-out, c'est de commencer déjà par s'écouter, mais alors, s'écouter, c'est facile de dire s'écouter, et je ne vais pas parler du s'écouter de la faim, de la fatigue, etc., parce qu'on en a déjà parlé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire quand on s'approche du burn-out, mais peut-être d'écouter, c'est aussi cette petite voix, et c'est la raison aussi pour laquelle j'ai écrit le livre, c'est aussi à destination des personnes qui ne sont pas encore dans le burn-out, mais qui sentent une petite voix ou qui ont une arrière-pensée de je suis à un endroit, mais ce n'est pas là où je devrais être. Parce que quand on n'est pas là où on devrait être, c'est là où en fait on use ses batteries. On use ses batteries constamment parce qu'on fait semblant, parce qu'on a peur, parce que bref, tout un tas de raisons. Et donc je pense que moi, j'aurais bien aimé lire le livre que j'ai écrit, justement, enfin, c'est pour ça aussi que je l'ai écrit, pour réussir à prendre conscience qu'en fait, je n'étais pas dans une vie qui me convenait et que c'est aussi ça qui m'a amené dans le mur. C'est-à-dire que c'est ça qui m'a épuisé. Voilà, j'étais dans des situations stressantes où je n'avais pas besoin d'être. J'étais dans des situations où je devais faire semblant alors que je n'avais pas besoin d'être là. Et en fait, c'est aussi pour ça que dans le livre, je parle des 3 syndromes, donc super-héros, imposteur et bon élève. C'est parce que ces 3 syndromes-là aussi nous poussent à prendre des décisions qui ne sont pas nos décisions à nous, mais qui sont parfois des décisions pour les autres, qui sont des décisions par défaut. Et à force d'enchaîner les décisions qui ne sont pas les nôtres pendant des années, en fait, même si le déréglage il est très faible au départ, la boussole elle a à peine déréglé au départ, au bout de 10, 15, 20, 25 ans, on se retrouve à un endroit complètement opposé à celui où on aurait dû être. Et ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Donc, si vous sentez voilà, une petite voix qui essaye de vous dire attention, le temps est compté, il est limité et tu devrais en faire autre chose que ce que tu fais aujourd'hui, je pense que c'est important de se dire ok, je me pose, qu'est-ce qui ne va pas dans mon quotidien, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas à ma place et comment je peux rectifier le tir, comment je peux changer de route. C'est la raison pour laquelle j'ai pris l'analogie de la route dans le livre. Et je pense que ça, c'est la meilleure manière d'éviter le burn-out, c'est d'être sur une route qui recharge, vous savez, comme en Hollande, souvent, enfin, j'avais lu ça, je ne sais même pas si ça existe ou c'était une fake news, mais il me semblait qu'en Hollande, en gros, les routes permettaient de recharger les voitures avec l'énergie solaire ou je ne sais pas quoi quand tu roulais dessus. C'est un peu ça, c'est de se dire il y a des routes qui permettent de recharger les batteries parce qu'il y a du sens, parce qu'il y a du confort, parce qu'il y a plein de choses. Et il y a des routes qui sont parsemées d'embûches et on n'a rien à y faire et qui dépensent notre énergie. Éviter de rester sur cette route où il fait sombre et où rouler, ce n'est pas agréable. Si on peut bifurquer, ça peut être pas mal aussi. Ouais. Et du coup, moi, je le décrypte d'une manière un peu peut-être différente, je ne sais pas, simplement, entre guillemets, se poser la question de comment je me sens. Est-ce que je suis bien là où je suis? Juste se poser la question de est-ce que je suis bien là où je suis. Je trouve que voilà, déjà, c'est le premier pas qui peut t'amener à dire ok, en fait, non, il y a ça qui ne me plaît pas, ça qui ne me plaît pas. Et commencer à mettre des petites actions. Voilà. Et après, c'est vrai qu'il y a plein de choses aujourd'hui qu'on peut utiliser, bilan de compétences, être accompagné aussi par des psychologues, par des coachs. Je veux dire, à ce niveau-là, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Donc, commencer à chercher des réponses, à se poser la question, pardon, c'est ce qui vous aidera à chercher des éléments de réponse et à voir si ça vous convient ou pas. Mais en tout cas, je te remercie parce que tu nous as donné beaucoup, beaucoup de matière et j'espère sincèrement, et j'en suis persuadée d'ailleurs, que ça pourra accompagner des personnes sur un petit bout de chemin, que ces personnes soient concernées par le burn-out, qu'elles soient concernées par la fatigue liée au travail, tout simplement. J'espère, ça me permet de me reconstruire, comme on le disait tout à l'heure. Donc, si ça aide, c'est important. Et du coup, je voulais aussi faire un petit point pour savoir où est-ce qu'on pouvait te retrouver, s'il y a des personnes qui souhaitent échanger un petit peu avec toi ou savoir ce que tu fais, comment ça se passe. Ouais, alors sur LinkedIn, c'est là où je suis le plus actif. Donc Ludovic Salen, vous allez me trouver assez facilement. Ensuite, j'ai un site web qui s'appelle ludosln.net sur lequel je partage des astuces, etc. sur le marketing, la communication, la prospection, etc. Donc si c'est ce sujet qui vous intéresse, vous pouvez me trouver par ici. Mais LinkedIn et le site web, c'est très bien. Et j'ai vu que tu avais aussi une chaîne YouTube sur laquelle j'ai une chaîne YouTube, mais là, je suis tellement moins bon que toi que... Et personne, alors là, personne n'est bon à YouTube, c'est le travail. Ouais, non, mais c'est clair. Alors, du coup, je dois être à une centaine de vidéos, effectivement, sur la chaîne YouTube, mais bon, je dois avoir 3000 abonnés à peu près. C'est parfois frustrant, je t'avoue, mais, complètement. Alors, mais c'est le ça plus m'amuse. frustrant de tout. Ah oui, Et, c'est clair. Ouais.
Et j'ai vu ta vidéo sur LinkedIn que je trouvais pas mal du tout et que j'aurais bien voulu voir avant, Ah, avant 4 jours, parce que tu l'as publié récemment. oui. Et je me suis dit, tout est dit là. Donc voilà, si vous êtes sur LinkedIn, allez regarder la vidéo de Ludo parce que bon, vous avez tout en une seule vidéo, c'est quand même pratique, quoi. Eh ben, merci beaucoup. Ça va vachement bien. Et donc, et ton livre que je montre à la caméra, qu'il faudrait que je retourne si besoin, et La route du bonheur semblant, qu'on peut retrouver, il me semble-t-il, Fnac sur ton site et sur Ouais, Amazon. Fnac. C'est Oui, ça? voilà, exactement. Ouais. Fnac, site, Amazon, ouais. Ok, je mettrai de toute façon tous les liens, réseaux sociaux, sites, etc. En description. Et donc, Super. écoute, je te remercie beaucoup, Ludo, et je te souhaite une Surtout, merci très, à très toi. belle continuation à toi. Merci à toi. Bonne continuation, Audrey. Et prenez soin de vous. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cet épisode t'a plu. En tout cas, si c'est le cas, la meilleure façon de me le faire savoir et de soutenir mon podcast, c'est de me laisser un avis ou 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Ça peut être Apple Podcast, Spotify, Deezer, la plateforme où tu écoutes cet épisode, parce que je démarre cette nouvelle aventure du podcast et vraiment ça m'aiderait beaucoup. Donc je te remercie par avance et tu peux aussi tout simplement en parler autour de toi, partager cet épisode sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, et n'oublie pas non plus de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater le prochain épisode. Et moi je te dis à très bientôt.